Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur les mesures de soutien gouvernemental et la préparation à la relance offert par Tourisme Montréal en collaboration avec Mallette, Société comptable. Donc, j'invite Madame Patricia Dry, directrice Relations membres, industrie et partenariat de Tourisme Montréal, à nous faire un message d'introduction. Madame Patricia, c'est à vous. Madame Patricia, votre micro, s'il vous plaît. Effectivement. Donc bonjour à tous, bienvenue. Premièrement, j'espère que vous allez tous très bien et physiquement et moralement. On est très content de vous retrouver ici aujourd'hui et que vous soyez présents en si grand nombre. Yves Lalumière devait être présent et faire le mot d'introduction, mais malheureusement, on a eu un problème technique, donc c'est partie remise. Il va être avec vous sur le prochain webinaire sans faute et il vous salue tous très, très chaleureusement. Je voudrais vous faire des petites notes d'information et des statuts avant de rentrer dans le vif du sujet. Peut-être pour commencer, un statut sur les équipes à Tourisme Montréal. Donc, bien entendu, comme toute l'industrie, on a été très affecté par ce qui se passe, tant au niveau financier, plusieurs pertes de revenus. Vous le savez, on est financé par la taxe d'hébergement en principal, donc ça fait tout un impact. Coupure de personnel, de la masse salariale, environ de 50%. La plupart des gens sont sur 3 jours semaine et on a dû faire des mises à pied également temporaires. Nous avons plusieurs travaux en coulisses que vous savez peut-être pas. Donc, on travaille étroitement avec le gouvernement, avec l'Alliance Main dans la main, donc l'Alliance qui regroupe l'ensemble des offices de tourisme des ATR, Destination Canada également. On a des comités congrès, comités relance qu'on commence à mettre sur pied. Donc, on est vraiment à pied d'œuvre pour s'assurer que l'industrie est bien représentée, premièrement, qu'il y a une voix, qu'on a la voix des membres qui est véhiculée au gouvernement et pour développer des programmes qui, on espère, vont s'ajouter à ce qui est déjà en cours. Par rapport au webinaire d'aujourd'hui, j'aimerais rappeler que l'objectif, c'est vraiment de parler des programmes offerts par les différents paliers gouvernementaux, que ce soit au niveau provincial, fédéral et même de la ville. Nous avons donc fait appel à des experts, Mallette, qui va vous entretenir sur qu'est-ce qui existe et pouvoir vous aider davantage. Nous avons eu beaucoup de questions sur le marketing, quel marché on va cibler, comment on va s'y prendre. Sachez qu'on travaille actuellement sur un webinaire avec Emmanuelle Legault, notre vice-présidente marketing, qui pourra déjà vous donner des pistes sur quoi on travaille et comment on voit la relance, quelle cadence, quel marché et quel type de message on va véhiculer. Si tout va bien, ce webinaire-là devrait avoir lieu la semaine prochaine et vous recevrez une invitation lundi. Donc, tout est à la dernière minute, comme vous pouvez l'imaginer, mais on prépare quelque chose au niveau marketing. Ensuite, au niveau des protocoles sanitaires, on a également beaucoup de questions sur le déconfinement, comment opérer mon hôtel, comment opérer mon restaurant. Vous comprendrez que les normes vont être émises par les gouvernements, donc par le ministère de la Santé. Actuellement, il y a un comité de travail du CQRHT, donc le Conseil en ressources humaines, avec l'Alliance, avec le ministère du Tourisme, pour justement regarder comment on pourrait opérer dans une période de déconfinement. Tourisme Montréal est présent sur ce comité-là pour justement ensuite communiquer l'information dans vos secteurs d'activité respectifs. On considère même développer une certification pour Tourisme Montréal. On est au niveau balbutiement, mais ça s'en vient. Ensuite, au niveau des prévisions, au niveau des questions, on a eu énormément de questions. Est-ce qu'on va avoir des touristes cet automne? Est-ce qu'on va avoir des croisières cet automne? Vous
comprendrez qu'il est encore très, très prématuré et périlleux de faire des prévisions. Ce qu'on pensait il y a 3 semaines est changé. Donc, on commence à faire des profils, on commence à sortir quelques chiffres. Donc, vous en saurez un peu plus bientôt, mais sachez qu'on veut quand même être prudent pour vous donner la bonne information. Donc, je pense que c'est les points généraux que Yves vous aurait fait à sa façon et avec beaucoup probablement plus de détails. Donc, je vous remercie, puis je vous reviens à la fin là, du webinaire pour quelques points un petit peu plus opérationnels sur la suite. Merci. Merci, Patricia. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Julie Blackburn. Aujourd'hui, je vais être votre maître de cérémonie. En fait, je vais faire le lien entre vous et notre conférencière, Madame Caroline Gauthier. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités de Teams si vous connaissez moins. Alors, si vous balayez le centre de votre écran, il y a un onglet qui s'appelle Questions et réponses. Sur cet onglet-là, vous pouvez nous écrire des questions, des commentaires tout au long de la présentation. Moi, je vais pouvoir les voir et les transférer à notre conférencière, Madame Caroline Gauthier, ou lui poser des questions directement grâce à ce fil d'actualité-là. Donc, je vous invite fortement à écrire tout au long de la présentation. Je vais débuter par vous introduire Madame Caroline Gauthier. Donc, Madame Gauthier est associée en service conseil au bureau de Trois-Rivières chez Mallette. Elle est CPA, CA et possède plus de 20 ans d'expérience en comptabilité. Elle fait également partie du comité Première Ligne mis en place par Mallette et afin de répondre aux questions des clients et partenaires de Mallette durant la crise de la COVID-19. Donc, aujourd'hui, elle va nous vulgariser les mesures de soutien gouvernemental et va nous aider à nous préparer à la relance. Alors, je laisse la parole à Mme Gauthier. Bonne présentation. Merci, Julie. C'est un grand bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. En fait, comme Mme Dry elle a si bien dit tout à l'heure, votre industrie est une des industries probablement le plus affectées actuellement par ce qui nous arrive. Alors, aujourd'hui, je vais tenter de faire le tour des mesures et de différentes informations qui pourront, je l'espère, vous permettre là, de passer au travers cette période-là qui est un peu difficile. Alors, si on regarde l'ordre du jour que je vous propose, on va parler un peu de la gestion de vos liquidités. Je veux tenter quand même de vous donner quelques petits trucs parce qu'actuellement, on se préoccupe pas mal moins de la rentabilité de vos différentes sociétés, mais bien sûr de vos liquidités. On va passer quand même du temps sur la subvention salariale d'urgence du Canada, donc le 75 % que vous entendez certainement parler depuis déjà quelques semaines. La subvention salariale temporaire de 10 % aussi, qui est toujours de vigueur. Le programme d'action concertée pour le maintien à l'emploi, qu'on appelle communément le PACME, et d'autres éléments aussi que j'aimerais apporter à votre attention. Alors, pour la gestion de vos liquidités, voici quelques petits trucs que je vous partage. C'est très important que vous preniez le temps d'élaborer un budget de caisse, que je vais dire plutôt évolutif, un budget de caisse en fait évolutif, plutôt pessimiste. D'habitude, quand on fait des projections financières, on essaye d'être le plus réaliste possible, mais dans la situation qu'on vit, il est préférable de faire un budget de caisse vraiment de façon pessimiste afin d'identifier les besoins que vous allez avoir en termes de liquidité dans les prochaines semaines et mois. Idéalement, le faire pour une période de 12 mois que vous allez adapter là, avec les nouvelles informations de déconfinement qu'on devrait avoir dans les prochaines semaines. Bien entendu, si vous avez des financements dans vos sociétés, demandez, contactez vos directeurs de compte, demandez vos moratoires de capital. Toutes les institutions financières sont supportées par les gouvernements actuellement et doivent accorder les moratoires de capital et même dans certaines situations, les moratoires de capital et d'intérêt qui vont enlever un peu de pression là, sur vos liquidités. Prendre une entente avec vos clients. Donc, si vous avez encore des comptes à recevoir, prenez contact avec vos clients. Des fois, on peut être surpris. Il y a toujours possibilité, au lieu d'attendre à avoir le montant dans sa globalité, de prendre des ententes de versement avec eux. Donc, il vaut mieux recevoir des petits montants à tous les semaines ou à tous les mois que de ne rien recevoir. Et la même chose de votre côté avec vos fournisseurs. Je vous invite à prendre des ententes aussi de paiement de ce côté-là.
Identifier vos revenus récurrents. Donc, je présume que parmi les gens qui sont en ligne avec nous aujourd'hui, il y a certainement, probablement des organismes en but lucratif qui reçoivent peut-être des subventions ou des partenariats. Donc, bien important de valider si ces partenariats sont toujours de vigueur et vont être dans la continuité. Et bien identifier aussi les différents reports possibles de certains des boursiers. Là, il y a quand même beaucoup de gens, je prends par exemple la TPS TVQ qui est due seulement pour le 30 juin, les impôts qui sont reportables et différentes autres possibilités là, dans la gestion de vos liquidités. Ça peut faire quand même la différence là, pour les prochaines semaines ou mois. Donc, c'était des petits trucs. On va passer maintenant à je pense que c'est la mesure la plus importante, ou en tout cas, celle qu'on doit comprendre le mieux, parce que son objectif est vraiment de permettre aux entreprises de réembaucher ou de soutenir les employés qu'ils ont encore à leur actif, afin de permettre, en fait, la relance de l'économie. Parce qu'on le sait, moins il y a d'argent dans les poches des consommateurs, moins ils auront la possibilité de dépenser quand il va y avoir une relance. Alors, cette subvention-là vient combler un peu un besoin du côté de l'employeur, mais aussi du côté de l'employé. Alors, on va passer aux caractéristiques. Donc, les employeurs qui sont admissibles, c'est pas complexe, là. Tous les employeurs sont admissibles. En fait, à partir du moment où vous avez un numéro d'employeur, que vous soyez un particulier, une société de personnes, peu importe votre taille, vous êtes admissible. Les organismes en but lucratif également. Par contre, faire attention, là, ça exclut les organismes publics. Donc, cette subvention est offerte aux employeurs qui font face à une baisse de revenus bruts. On va voir de quelle façon on peut qualifier notre entreprise parce que, à la slide suivante, par cet élément-là est aussi très important. Il faut savoir que la loi actuellement permet 3 périodes, en fait, a mis en place 3 périodes. Je n'ai pas compris. Pourriez-vous essayer à nouveau? A mis en place, pardon, mon téléphone me parle, a mis en place 3 périodes d'admissibilité pour être capable d'aller chercher la subvention et ces périodes-là sont très importantes. Vous devez vous qualifier afin de vous assurer que vous avez une baisse de vos revenus de l'ordre de 15 pour la période 1 et de l'ordre de 30 pardon, pour la période 2 et 3. Il y a différentes façons de se qualifier, là, soit en utilisant une comptabilité de caisse ou une comptabilité d'exercice. Et quand on a qualifié notre entreprise, la date de réembauche est également importante parce que vous devez connaître la règle suivante. C'est-à-dire qu'une société n'aura pas droit à la subvention salariale pour un employé précisément si cet employé-là a été 14 jours consécutifs sans rémunération pendant la période analysée. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sachez que au-delà de la qualification qui est très importante, il y a aussi cette règle-là qu'on doit analyser parce qu'il pourrait arriver que si vous réembauchez votre employé pas au bon moment, qu'il y ait une partie de jours ou de semaines que vous allez devoir assumer le salaire en totalité et pas avoir accès à la subvention. L'autre élément, il faut savoir que la demande de subvention sera, probablement que je suis une slide ou deux d'avance, mais elle va être disponible, là, la demande à partir de la semaine prochaine. Excusez-moi, la demande va être une demande qu'on n'aura pas à justifier. En fait, il va y avoir effectivement quelques questions à répondre, mais le gouvernement va vous verser le montant que vous allez demander. C'est très important ce que je dis. Les vérifications vont venir beaucoup plus tard. On ne sait pas de quelle façon encore, on ne sait pas si ça va être tous les demandeurs qui vont être vérifiés ou si ça va être fait sur une base aléatoire. Alors, ça devient hyper important de bien documenter votre demande, c'est-à-dire votre qualification ainsi que le calcul de tout la subvention en totalité, le montant que vous allez demander, afin de répondre aux questions des vérifications plus tard. Parce qu'il faut savoir que comme le gouvernement a accepté de verser la subvention, question de mettre de l'argent le plus rapidement possible dans les mains des employeurs, les pénalités sont
très importante. Alors, on peut se retrouver avec une pénalité suite à une vérification de 25 % et même de 50 % si on se rend compte qu'une personne a fait une fausse déclaration ou a voulu bénéficier de la subvention alors qu'il n'y avait pas droit. Donc, faire très attention et bien documenter votre dossier. Par la suite, le montant de la subvention, de quelle façon elle sera calculée, là aussi, c'est important. Alors, il faut valider l'admissibilité par employé pour les salaires versés entre le 15 mars et le 6 juin. Je veux juste partager une nouvelle information. Là, dans la loi, quand elle a été acceptée, le programme, en fait, il est prévu jusqu'à la fin septembre. Par contre, on a défini seulement les trois premières périodes. Il est fort possible, mais je ne veux pas prendre un engagement aujourd'hui avec vous, là, mais il est fort possible qu'on annonce un prolongement de cette mesure-là, tout dépendamment comment va se passer là, la relance économique. Alors, la loi permet déjà de pouvoir prolonger ou d'ajouter des périodes, mais pour l'instant, elles ne sont pas confirmées. Donc, on a 3 périodes de confirmées. Vous devez faire le calcul par employé en utilisant la formule qui est à l'écran, sans y mettre trop de détails. Je veux juste vous dire qu'il y a une possibilité de diminuer le nombre d'heures ou le taux horaire de votre employé. Et en appliquant la formule suivante, vous trouveriez en fait à obtenir une subvention qui serait égale à 100 % du montant que vous avez versé. Parce que la loi dit que vous avez le droit à la subvention jusqu'à 75 % de la rémunération que vous versez ou 75 % du montant de la rémunération qu'il gagnait avant la crise. Donc, ce calcul-là devient important. De façon générale, je vous dirais que si vous diminuez le salaire de vos employés à peu près à 75 % de ce qu'ils gagnaient avant, vous allez probablement être capable de subventionner à 100 % le coût de cet employé-là. Bien entendu, il faut tenir compte du maximum quand même là, par semaine, qui est de 847 $, qui équivaut à un revenu annuel d'environ 58 500. Donc, bien faire vos calculs avant de faire votre demande de subvention et dans votre planification aussi de réembauche et de relance de votre entreprise. Un autre élément peut-être à considérer, vous avez même la possibilité de payer vos employés qui sont toujours à la maison et qui n'offrent pas de prestations de travail, c'est-à-dire qu'ils sont à la maison à rien faire. Encore une fois, je vous le répète, la subvention est là dans le but de vouloir augmenter, de remettre de l'argent dans l'économie le plus rapidement possible. Et si vous payez quelqu'un qui est à la maison pendant une semaine complète sans prestation de travail, vous pourrez ajouter à votre subvention la partie des bénéfices marginaux. Donc, c'est un peu complexe, mais ça prend le temps et ça vaut la peine de l'analyser. Comment présenter une demande maintenant? Mais comme je le disais tout à l'heure, l'application, ça a été annoncé cette semaine, va être disponible à partir du 27 avril prochain, donc lundi. Déjà, vous devez avoir mon dossier entreprise, un compte en fait de mon dossier entreprise ouvert à l'Agence du sur le site de l'Agence du Revenu Canada. Alors, si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire maintenant pour pouvoir effectivement avoir accès à l'application le 27 avril. Et sachez que dès aujourd'hui, en fait, depuis hier ou avant-hier, il y a une calculette disponible sur le site de l'Agence de Revenu du Canada pour être capable d'aller faire vos calculs là, avec toutes les informations que je vous ai mentionnées tout à l'heure. En fait, la calculette vous est utile pour calculer la subvention que vous auriez droit, mais au niveau de la qualification, c'est à vous à faire l'exercice. Alors, ça fait le tour de la subvention de 75 %. Elle semble simple, mais elle est quand même complexe. Certainement que vous avez des professionnels qui vous entourent, si vous avez encore des questionnements ou si vous n'êtes pas certain, je vous invite à les contacter. Ils vont certainement pouvoir vous aider et nous aussi, bien sûr. Il y a une mesure qui a été annoncée, je pense que c'était une des premières mesures qui avait été annoncée là, au début de la crise, c'est la subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs. En fait, cette subvention-là, elle représente, à la diapositive suivante, elle représente 10 % de la masse salariale qui est payée à vos employés depuis le 18 mars. En fait, il faut savoir que
la 75 et la 10 ne se cumulent pas. En fait, si vous n'avez pas droit à la subvention de 75 parce que vous ne vous qualifiez pas ou que certains de vos employés, comme je le mentionnais tantôt, ne se qualifient pas, vous avez toujours la possibilité de demander la subvention salariale de 10 Alors, la 10 n'a pas été remplacée par la 75, mais elle ne se cumule pas. Vous avez le droit à une ou l'autre. Pour la subvention salariale de 10 en fait, toutes les entreprises encore sont admissibles. Et par contre, les maximums, les montants sont différents. Vous avez droit de réclamer jusqu'à un montant total de 1 375 par employé, jusqu'à un maximum de 25 000 par employeur. Cette demande-là, à la base, se fait, en fait, elle se fait encore, vous devez retenir le montant que vous avez calculé sur la remise, les fameux DAS qu'on parle, sur les DAS fédérales que vous auriez normalement à payer le 15, pour la majorité des gens, le 15 du mois. Si vous avez fait une réclamation de 10 dans le passé et que vous vous qualifiez pour la subvention de 75 sachez que vous allez devoir venir réduire votre réclamation de 75 de la demande de 10 que vous avez déjà fait. J'espère que c'est relativement clair encore une fois, mais ce sont des montants qui sont disponibles pour vous. C'est intéressant. Il faut juste prendre le temps de les appliquer et de faire les calculs. Un autre programme qui a été annoncé, qui lui est un programme provincial et non pas fédéral, c'est le programme d'action concertée pour le maintien à l'emploi, donc le PACME, en fait, qui est une mesure qui encourage les employeurs à utiliser ce temps de pause de l'économie pour former ses employés ou de réfléchir à son organisation du point de vue ressources humaines afin d'être encore meilleur et plus efficace ou efficient au retour et à la reprise pour accélérer encore une fois la reprise économique. Donc, presque tous les employeurs, encore une fois, sont admissibles à cette subvention. Les mesures de formation là, sur lesquelles on peut obtenir une subvention sont les salaires des travailleurs en formation pour un maximum de 25 de l'heure. Les honoraires des consultants, des formations, les inscriptions à des cours sont disponibles, sont aussi admissibles. Juste portez une attention, les consultants, si vous engagez des gens, on va subventionner jusqu'à un maximum de 150 de l'heure. Pour les autres dépenses, comme je le disais, que ce soit les frais d'inscription, je vais ajouter les frais de déplacement, même si dans cette période, il y en a moins. Donc, d'autres frais là, qui sont admissibles. La subvention couvre 100 jusqu'à la hauteur de 100 000 et moins, ou à 50 pour les dépenses qui excèdent ces montants-là. Il faut faire attention maintenant à l'interaction avec les autres formations, les autres mesures, pardon. Sachez que oui, le programme PACME vous permet de subventionner jusqu'à la hauteur de 100 du salaire des employés qui sont en formation. Par contre, il faut tenir compte que si vous avez accès aux autres mesures, c'est-à-dire la mesure de 75 et de 10 le PACME va couvrir l'écart pour se rendre à 100 Donc, par exemple, le PACME va couvrir 25 du salaire admissible si l'entreprise reçoit déjà la subvention de 75 90 si vous recevez la subvention de 10 et 100 du salaire admissible si vous ne recevez aucune autre subvention. Donc, encore une fois, ça demande une réflexion, ça demande de regarder de quelle façon on est capable de maximiser les mesures en les mettant ensemble pour faire en sorte que notre entreprise soit prête effectivement lors de la relance de l'économie. Comment ça fonctionne maintenant pour être capable d'aller chercher cette subvention-là? En fait, les projets qui seront acceptés jusqu'au 30 septembre 2020 ou jusqu'à ce que l'enveloppe budgétaire de 100 millions qui a été annoncée dans ce programme-là soit épuisée. Alors, ça aussi, c'est un élément important. Oui, vous avez jusqu'au 30 septembre pour faire accepter vos projets, mais je vous dirais même plus que ça, il faut que la formation en soi s'est tenue avant le 30 septembre 2020 pour être capable de réclamer la subvention également. Donc, pour faire la demande et pour réclamer aussi les dépenses.
Actuellement, on a quelques clients ou quelques partenaires qui ont fait ou qui ont déposé des demandes pour la subvention. En fait, les subventions sont gérées par, on va le voir un petit peu plus tard, là, sont gérées par les centres locaux d'emploi ou les bureaux de Service Québec, qu'on appelle maintenant dans vos différentes régions. Dans la région de Montréal, je ne sais pas s'il y en a plus qu'un ou s'il y en a plusieurs. Et la subvention est un peu gérée actuellement là, un peu par région. Oui, il y a les règles de base, mais par exemple, il y a certains bureaux qu'on nous a dit... Ben, moi, on m'a dit, inscris-toi, appelle-nous, tu vas garder ton ordre de priorité, tu déposeras ton dossier plus tard. Il y a d'autres bureaux qu'on a entendu que c'est au dépôt et à l'autorisation de la subvention que l'ordre de priorité est accordé. Parce qu'on pense vraiment que le 100 millions va être sollicité, malgré qu'au début, quand est arrivée l'annonce du programme, on pensait que ça irait très vite. Mais avec ce qu'on voit dans les dernières semaines, il y a quand même une certaine lourdeur administrative à monter les dossiers pour déposer, pour obtenir l'autorisation. Donc, ça a comme un peu ralenti les ardeurs. Donc, sachez que pour l'instant, le 100 millions, il est encore disponible. Il y en a certainement une partie, mais sans dire que vous devez vous presser, mais il ne faut quand même pas attendre trop non plus pour s'assurer d'avoir des sous là, dans le programme. Donc, la première chose à faire, c'est de contacter un conseiller aux entreprises de Service Québec de votre région, qu'on appelait le centre local d'emploi. Vous devez présenter la nature de votre projet. Là, j'indique soumission en main. En fait, votre projet, vous pouvez contacter les conseillers pour en apprendre davantage, mais avant de déposer une demande, vous devez avoir un dossier complet. C'est-à-dire pour toutes les dépenses non rattachées à l'interne, mais qui sont des dépenses à l'externe, comme l'inscription de formation, l'assistance d'un consultant, des éléments comme ça, vous devez avoir des soumissions en main qui expliquent qu'est-ce qu'on va faire, avec combien de gens et quand est-ce que la formation va avoir lieu et la durée de cette formation-là. Et vous devez aussi ajouter à ça les dépenses internes, c'est-à-dire le nombre d'heures employées que vous voulez réclamer à l'intérieur de votre demande de subvention. Puis, vous sachez aussi qu'il y a un montant de 10 qui est possible aux frais administratifs, donc pour gérer le projet, etc., qui peut être ajouté à la demande. Donc, vous devez avoir toute cette documentation-là en main, ainsi que de présenter vos démarches parallèles pour obtenir les autres subventions. Donc, est-ce que vous êtes admissible à la subvention de 75 L'avez-vous demandé, ainsi que celle de 10 Vous allez devoir compléter votre demande pour le dépôt là, à votre centre local d'emploi. Un élément hyper important, vous devez obtenir autorisation avant de commencer ou de débuter vos formations ou la mise en place, parce qu'il a été très clair qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, sauf en ce qui existait entre le 15 mars et le moment de l'annonce de la subvention. Ces éléments-là pourront être considérés. Mais à partir de l'annonce, ce qu'on nous dit, c'est que vous devez obtenir autorisation avant d'entamer les dépenses là, rattachées à la subvention. Donc, ça fait le tour du programme PACME, encore une fois, qui est un peu on me dit, là, la majorité des gens trouvent que c'est lourd, un peu comme programme, mais c'est quand même quelque chose qui demeure à votre disposition pour pouvoir justement former vos employés et profiter de ce temps de pause-là pour être meilleur, être créatif et innover. Puis je sais que dans votre domaine, la création et l'innovation, c'est quelque chose avec lequel vous êtes habitué quand même de travailler. On va regarder maintenant les autres programmes. J'ai tenté d'aller chercher, sans rentrer dans les détails, parce qu'en 1 heure, c'est quand même difficile, de vous lister ici des programmes qui peuvent vous toucher ou qui vous touchent. Donc, première chose, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Probablement que la majorité d'entre vous, en tout cas, je l'espère, ont fait leur demande. C'est un programme fédéral qui permet un financement de 40 000 $ qui est sans intérêt, qui est remboursable sur 5 ans, mais avec un moratoire pour la première année.
Mais la beauté de ce financement-là, c'est que si vous remboursez la totalité de votre financement avant le 31 décembre 2022, vous aurez à rembourser seulement 30 000 $. Donc, à l'intérieur du 40 000 $, il y a une possibilité de subvention de 10 000 $ qui est quand même intéressante. Et en plus, il est sans intérêt, même si vous n'êtes pas en mesure de rembourser le 40 000 $ et bénéficier de la subvention de 10 000 $, c'est quand même un 40 000 $ qui vous est offert sans intérêt pendant une période de 5 ans. Donc, il est très intéressant. Il peut aider là, justement à passer au travers les prochaines semaines. Pour faire cette demande-là, vous devez prendre contact, soit avec, en fait, c'est une demande en ligne à votre institution financière. Donc, les gens qui sont avec la Banque Royale, vous devez accéder par le site Internet de la Banque Royale et faire votre demande en ligne. Chaque institution financière a mis en place cette application-là et ça fonctionne. De ce qu'on a entendu, ça peut prendre 3 à 5 jours ouvrables avant de recevoir votre argent. Le programme de prêt pour les entreprises du gouvernement provincial, donc le 40 000 $, c'est fédéral. Il y a une possibilité d'un financement de 50 000 $ dans un programme provincial, mais à Montréal, il est géré par le réseau PME Montréal. Donc, les enveloppes budgétaires du gouvernement provincial ont été descendues dans les différentes régions. Donc, vous devez vous rendre sur le site de PME Montréal pour être capable de faire votre demande. C'est un prêt, encore une fois, il me semble qu'il est sur 3 ans. Le taux d'intérêt est quand même mineur à 3 %, donc ça devient aussi intéressant pour pouvoir pallier là, aux prochains mois et semaines. Pour les financements au-delà de 50 000 $, il faut passer par Investissement Québec là, en ce qui concerne ce programme là, qui a été mis en place par le gouvernement provincial. La Ville de Montréal reporte également 2 taxes qui vous touchent probablement, là, certains d'entre vous, ou pour une bonne partie. Donc, au 2 juillet, le 2e versement des taxes municipales et au 1er septembre, le 2e versement de votre cotisation à la Société de développement commercial. Je vous invite à consulter là, les sites de la Ville ou des différentes instances si vous voulez plus de détails, mais c'est des reports qui deviennent quand même intéressants là, pour la région de Montréal. Par la suite, les emplois d'été. Je sais que votre industrie fait appel aux étudiants quand même de façon récurrente. Alors, le programme d'été Canada a été bonifié pour pouvoir aider les étudiants et les industries qui engagent beaucoup d'étudiants. Alors, la subvention pourra atteindre 100 % du salaire horaire minimum au lieu de 50 %. Donc, le programme subventionnait 50 % avant, il accorde 100 % maintenant. Encore une fois, je le répète, faire attention aux intégrations de subventions. Ça inclut les emplois à temps partiel, alors qu'auparavant, ça prenait des postes à temps plein seulement. La période est prolongée du 11 mai, donc le programme est disponible à partir du 11 mai jusqu'au 28 février 2021. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour vous aider dans votre relance. Et il y a eu de la flexibilité qui a été apportée aux différentes activités aussi, aux différents postes qui, normalement, n'entraient pas dans les programmes, comme par exemple un livreur. De ce que j'en ai vu, n'était pas admissible dans les programmes avant, il sera maintenant. Le télétravail n'était pas non plus reconnu, maintenant il va l'être. Donc, je vous invite à aller consulter là, les sites de Service Canada pour être capable d'avoir un peu d'informations. Je pense que c'est un outil qui va pouvoir vous aider lorsqu'on va être en déconfinement puis qu'on va pouvoir recommencer parce qu'on ne s'attend pas à ce que, c'est pas une surprise, là, quand on va pouvoir réouvrir vos différentes entreprises, c'est sûr que les revenus, vos revenus ne seront pas au même niveau qu'ils étaient avant. Ça va être très progressif. Donc, je pense que ce programme-là peut venir vous aider grandement. D'autres éléments qui touchent plus le milieu de l'industrie touristique, probablement, encore une fois, que c'est des choses que vous êtes déjà au courant. Donc, ceux qui avaient déjà bénéficié du programme de soutien aux stratégies de développement touristique, il y a des reports possibles pour la date des débuts et fin des travaux. Donc, je vous invite à consulter vos conseillers à ce niveau. L'aide financière aux festivals et aux événements touristiques, on nous confirme que pour les événements qui étaient prévus à l'été et l'automne 2020-2021,
vous recevrez votre premier versement, que votre activité soit maintenue ou non. Il faudra toutefois par la suite faire un bilan des dépenses que votre événement a dû tenir pour demander le deuxième versement ou peut-être avoir à rembourser une partie du premier si vous n'avez pas eu besoin du montant total pour couvrir vos frais fixes. Il y a de l'assouplissement concernant les frais annuels d'attestation des établissements d'hébergement. Je pense que j'ai cru comprendre que Mme Dry faisait allusion peut-être à cet élément-là tout à l'heure. Et il y a un assouplissement aussi au niveau de la facturation des frais annuels d'attestation de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Donc, d'autres éléments là, qui pourront vous aider dans la gestion de vos liquidités auxquelles je faisais référence au début. Donc, ça fait le tour de... Je sais que c'est très rapide, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de mesures. Par contre, je pense que, en tout cas, le PowerPoint va être distribué là, aux gens de Tourisme Montréal. Donc, vous pourrez prendre le temps de les relire. Et l'objectif, c'était beaucoup de vous donner des pistes pour être en mesure de vous apporter à des réflexions par la suite ou de l'information supplémentaire. Par contre, on va prendre le temps d'aller aux questions parce que j'ai vu qu'effectivement, il y avait eu plusieurs questions qui avaient été mentionnées. J'ai essayé pendant la présentation de couvrir une bonne partie des questions qui nous avaient été demandées. Toutefois, il en restait quelques-unes. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oui, merci Caroline. Effectivement, il y a beaucoup de questions sur le fil d'actualité, donc j'invite tout le monde à continuer de nous écrire. Une des questions qui est revenue à quelques reprises est celle-ci. Donc, tous mes employés sont présentement sur la PCU. J'ai toutefois quand même quelques tâches ou projets pour lesquels ils pourraient m'aider. Selon ma compréhension, je peux leur verser un maximum de 1 000 $ par mois sans nuire à leur PCU. De mon côté, puis-je profiter de la SSUC sur ce 1 000 $-là? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Encore une fois, les mesures se sont précisées de jours et de semaine en semaine. Effectivement, les employés qui retirent actuellement la prestation canadienne d'urgence, donc la PCU, ça a été confirmé, ils ont le droit de gagner jusqu'à un montant de 1 000 $ de revenus bruts par mois sans être pénalisés au niveau de leur PCU. Toutefois, les employeurs n'auront pas le droit de réclamer la subvention de 75 % sur ce montant-là parce que la loi dit clairement que l'employé ou la subvention de 75 % n'est pas admissible pour un employé qui bénéficie de la PCU. Donc, vous ne nuisez pas à votre employé, mais de votre côté, vous n'aurez pas droit à la subvention de 75 %. L'objectif du gouvernement, c'est de ne pas subventionner deux fois les mêmes personnes. Merci, Caroline. J'ai une autre question. Est-ce que les 75 % peuvent s'appliquer aux nouvelles embauches? Oui, tout à fait. C'est vrai, j'ai oublié de mentionner, en fait, la règle la mesure de la subvention de 75 % s'applique à tout employé qui est en poste au moment où vous demandez la réclamation. Donc, vous pouvez rappeler 2 employés sur 10, ça va s'appliquer sur les 2 employés. Vous pouvez embaucher les nouvelles personnes qui n'étaient pas à votre emploi avant. Effectivement, la subvention de 75 % s'applique aux personnes que l'on paye, tout en respectant les différents critères que je vous ai annoncés. Donc, la réponse est oui. Merci. Une autre question qui est revenue à quelques reprises. Pouvez-vous expliquer le lien de dépendance qu'il ne doit pas y avoir entre les entreprises d'une organisation pour avoir la subvention salariale de 75 %? Ça, c'est très difficile. En fait, le lien de dépendance, il y a 2 liens de dépendance auxquels la mesure fait référence. Il y a le lien de dépendance entre les sociétés. Donc, si vous faites partie d'un groupe de sociétés, il y a effectivement différentes façons de venir qualifier vos entreprises, c'est-à-dire on peut qualifier le groupe ou la maison mère. Et si la maison mère se qualifie, tous les entités vont se qualifier de façon automatique. Si on n'est pas capable de qualifier la maison mère, on devra faire une qualification par entité par la suite. Ça devient relativement complexe. Moi, je vous invite à consulter vos professionnels si vous êtes dans cette situation-là.
Par contre, il y a un autre lien de dépendance aussi qui a été mentionné. En fait, il y a un lien de dépendance par rapport à l'actionnaire ou le propriétaire de l'entreprise. Donc, la mesure fait référence à une règle un peu différente pour la personne qui est en lien de dépendance. Donc, je donne un exemple. Je suis actionnaire d'une compagnie. J'ai un lien de dépendance avec la compagnie, ainsi que tous mes enfants, ma conjointe qui m'entoure. En fait, la règle dit que vous pouvez aller chercher la subvention quand même si vous gagnez un salaire. Vous pouvez aller chercher la subvention de 75 %, mais elle sera limitée aux 75 % du salaire que vous gagnez avant la crise et non pas ce que vous vous versez actuellement. En fait, le gouvernement a voulu mettre une barrière à un entrepreneur qui aurait le goût de dire parfait, maintenant que j'ai le droit de subventionner 75 % de mes employés, de mes salaires, je vais augmenter mon salaire, je vais engager mes 2 enfants, je vais engager ma femme, puis là, je vais aller chercher une subvention de 75 %. Donc, cet élément de lien de dépendance-là est juste nous mettre une barrière là, pour ne pas encourager, en fait, ces situations-là. Une autre question en lien avec ça. Est-ce qu'un employeur peut demander à un employé de revenir travailler et leur payer que les 75 % de salaire? C'est une excellente question. Effectivement, si vous regardez les calculs qu'on a faits, les calculs qu'il y a à faire pour être capable d'aller chercher la subvention, oui, vous avez la possibilité de ramener un employé au travail avec un salaire moindre de ce qu'il gagnait avant. Et toujours dans l'objectif qu'il gagne plus que le 2 000 $ par mois, parce que sinon, pour lui, ça devient moins intéressant de revenir au travail. Donc, oui, vous avez cette possibilité-là et je le répète, avec les calculs, ça vous permettrait peut-être en tant qu'employeur de subventionner 100 % de ce que vous lui versez. Par rapport aux 2 000 $, je viens d'avoir une autre petite lumière que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure. Je sais que dans votre domaine, le 2 000 $ par mois que les gens reçoivent et peut-être une limitation là, à réembaucher parce qu'ils gagnent peut-être plus en étant sur la PCU qu'en étant au travail. Sachez que dans les services essentiels, mais il y a un programme aussi qui a été mis en place par le gouvernement provincial qui s'appelle le PIRT, le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels, ce qui permet à l'employé qui gagne peut-être moins de 2 000 $ avec son employeur, d'aller chercher jusqu'à un montant de 400 $ quand même pour lui dans ce programme-là au niveau du gouvernement provincial. Toutefois, on nous a dit que la subvention ne sera pas disponible avant le 19 mai. Mais elle sera rétroactive jusqu'au 15 de mars. Donc, il y a une façon aussi de peut-être venir combler un peu le revenu pour l'employé qui gagne moins de 2 000 $ en étant à l'emploi. Une question sur les entreprises saisonnières. Quelle est la démarche pour une entreprise saisonnière, donc par exemple de mai à octobre, en lien avec le 75 %? Ça, c'est l'incertitude qu'on a tous encore. Et je pense que le ministère du Tourisme devrait nous arriver éventuellement avec des programmes qui vont toucher un peu plus le milieu touristique. Cette semaine, par exemple, on a eu des programmes qui ont été annoncés du ministre de l'Agriculture, pour l'industrie de l'agriculture. Je pense qu'au fur et à mesure que on s'en va vers un déconfinement ou une mise en opération, les différents ministères rentrent en ligne de compte. Actuellement, et l'autre élément, en fait, qui nous laisse penser qu'il y aurait quelque chose pour vous, c'est ce que je racontais tantôt, que la subvention salariale de 75 % est prévue jusqu'au 30 septembre. Alors, on pense que les périodes vont s'étirer dans le temps et que, par exemple, quelqu'un qui actuellement a complètement arrêté ses opérations, donc aucun salaire, serait pas avantageux pour lui, pas avantageux, puis il n'a pas le droit d'aller chercher la subvention de 75 %. Mais s'il ouvre ses portes au mois de mai, il serait triste de penser qu'il va en avoir droit juste pour le mois de mai et non pas pour les mois de juin, juillet, ou peut-être qui vont suivre. Alors, c'est là qu'on s'attend à ce que le gouvernement fédéral rouvre les périodes
subséquentes qui vous donneraient aussi accès aux subventions à partir du moment de votre réouverture. La seule chose qu'on ne connaît pas non plus, c'est est-ce qu'on va être limité à une période de 12 semaines, parce qu'actuellement, on a 3 périodes de 4 semaines. Est-ce qu'on va être limité à une période de 12 semaines ou si ça va être en continuité? Encore une fois, cet élément-là, on ne le connaît pas. Mais on a vu vraiment les gouvernements s'adapter au fur et à mesure que la crise avance. Alors, c'est les attentes que nous, on a, mais encore une fois, je ne peux pas rien confirmer parce qu'il n'y a rien d'annoncé de façon officielle, mais je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas quelque chose pour relancer le milieu touristique là, et culturel, bien sûr. J'ai 2 questions qui vont un peu dans le même sens, donc je vais te les poser en rafale. Donc, étant donné qu'on est une petite entreprise, je ne me paye pas de salaire depuis plusieurs années. Est-ce que je peux m'embaucher moi-même cette année et bénéficier du 75% pour moi-même? La deuxième question, aussi, le salaire des postes cadres est-il couvert par la subvention salariale d'urgence? Merci. Pour répondre à la première question, c'est exactement ce que j'ai mentionné tantôt. Il y a un lien de dépendance qui existe entre vous et votre entreprise. Alors, malheureusement, si vous ne versiez pas de salaire avant la crise, donc avant le 15 mars, vous ne pouvez pas appliquer la règle du 75%. C'était très clair. Je comprends la situation de dire on ne s'en payait pas avant, peut-être que parce que vous vouliez justement faire profiter d'autres personnes, mais effectivement, là, la réglementation est faite pour limiter cette situation-là. Donc, si vous n'aviez pas de salaire avant, vous ne pouvez pas bénéficier de la subvention maintenant en vous versant un salaire aujourd'hui. Pour le personnel cadre, ben oui, ça s'applique. En fait, il n'y a pas de règle dans la loi actuellement qui indique ou qu'on spécifie quel type de poste. C'est masse salariale, donc tous les employés de votre société ont accès. Souvent, par contre, dans les employés cadres, on pourrait atteindre peut-être plus rapidement le maximum de 847 $ par semaine pour ces gens-là. Donc, c'est un calcul. Il y a peut-être un montant supplémentaire à assumer pour l'employeur là, avec les employés cadres qui gagnent plus de 58 500 par année. Alors maintenant, j'ai une question dans une autre ordre d'idée. Comme il est impossible de prévoir l'avenir, j'ai de la difficulté à endetter davantage mon entreprise et de prendre encore plus de risques via des cautions personnelles. Vous en pensez quoi? C'est des réflexions puis c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. En fait, actuellement, les programmes de financement qui ont été mis en place, que ce soit le 40 000 $ que je vous ai parlé tout à l'heure, le 50 000 qui est offert par le gouvernement provincial via PME Montréal dans la région de Montréal, que ce soit la BDC, la Banque de développement du Canada, ou Investissement Québec, qui ont aussi des programmes mis en place via vos institutions financières. Donc, c'est souvent des partenariats entre votre institution financière et la BDC ou Investissement Québec que ça se passe. Toutes les mesures qui ont été annoncées excluent l'idée d'ajouter une caution personnelle. Donc, tous les nouveaux financements qui sont faits dans le cadre de ces programmes-là n'exigent pas de caution personnelle. Donc, vous n'aurez pas à mettre votre caution ou votre risque personnel supplémentaire dans ce financement-là. Bien entendu, c'est quand même une dette supplémentaire qu'on rajoute sur l'entreprise. Alors, si sur les dettes actuelles, vous avez signé des cautions personnelles, on vient quand même d'augmenter un peu le risque de l'entreprise à passer au travers. Donc, est-ce que vous mettez à risque les cautions personnelles que vous aviez antérieurement? Ça devient vraiment une gestion de risque ou une tolérance au risque très personnelle parce que vous vous retrouvez face à une situation de liquidité manquante. Si je ne vais pas chercher les programmes ou les financements qu'on me propose, je n'ai plus la liquidité pour pouvoir supporter mes frais fixes. Mais si je vais les chercher, est-ce que je viens mettre à risque quand même mon entreprise pour plus tard? Donc, ça devient des réflexions très, très personnelles. Où est-ce qu'il y a votre tolérance au risque? Mais, je le répète, l'objectif des gouvernements, c'est vraiment de vouloir repartir l'économie, de vouloir supporter nos entreprises qui, en fait, engagent les salariés aussi. Donc, c'est une roue qui tourne. Moi, je pense que dans l'avenir ou même quand il y aura la relance,
tous les créanciers ou tous les partenaires financiers autour de vos entreprises vont être très tolérants aussi par rapport à la situation. Donc, j'aurais le goût de vous dire, ça vaut la peine, si vous croyez encore à votre projet, à votre relance, d'aller chercher les financements là, qui est à votre disposition pour pouvoir vous permettre de passer la crise et vous donner du temps pour réfléchir justement comment je vais m'en sortir et comment je vais peut-être innover pour être encore meilleur après. Une question maintenant qui provient d'un organisme à but non lucratif. Quels sont les revenus admissibles pour un OBNL pour le calcul de la perte de revenus? Les dons de donateurs majeurs peuvent-ils être exclus? C'est une excellente question. En fait, dans la loi, on prévoit déjà cette possibilité. En fait, vous avez des choix pour qualifier votre entreprise et c'est là que c'est important de bien s'informer. Dans le cas des organismes sans but lucratif, vous avez le choix d'inclure ou d'exclure ces montants-là, mais vous devez le faire pour, je vais donner l'exemple, si vous devez vous qualifier pour le mois de mars, vous devez si vous décidez de les inclure en mars 2020 pour comparer à mars 2019, bien, vous devez inclure ces montants-là pour mars 2019 et mars 2020. Si vous décidez de les exclure, bien, vous devez les exclure pour les deux périodes. Il faut juste savoir que quand vous aurez pris cette décision-là, vous devez la maintenir pour les périodes qui vont suivre. Donc, quand vous voulez vous qualifier pour la période 1, si c'est plus avantageux pour vous de les exclure pour vous qualifier, bien, vous allez devoir toujours les exclure dorénavant pour les périodes 2, 3 et peut-être 4, 5 si le programme est prolongé par la suite. Donc, ça devient un choix. Ça vaut la peine de faire les calculs des deux méthodes. Maintenant, une question sur le PACME. Donc, je l'en pose deux en rafale parce que je pense que ça va aller dans le même ordre d'idée. Donc, mes employés sont temporairement sur la PCU. Puis-je les rémunérer à raison de 5-10 heures par semaine pour de la formation sur le PACME? Et la deuxième question, pour le PACME, si le formateur est à l'interne de notre organisation, donc une personne de notre équipe, qui offre une formation à plusieurs personnes de notre équipe, est-ce admissible? Pour répondre à la première question, oui, vous avez la possibilité de payer des heures de formation à vos employés qui sont sur la PCU, tant aussi longtemps qu'on ne dépasse pas le 1 000 $ par mois pour ne pas faire perdre la PCU à votre employé. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir inclure ces heures-là de formation dans votre demande de PACME parce que vous n'aurez pas droit à la subvention de 75 %. Donc, vous n'aurez pas à faire l'intégration des mesures. Donc, oui, la réponse est oui. Julie, excuse-moi, j'ai perdu la deuxième. Genre, je ne t'entends pas, Julie. Excuse-moi. Pour le PACME, si le formateur est à l'interne de notre organisation, donc une personne de notre équipe offre une formation à plusieurs personnes, est-ce admissible? Oui, excuse-moi. Oui, c'est admissible. Vous devez bien documenter le dossier au dépôt de votre demande par rapport aux qualifications, en fait, de cette personne-là par rapport aux autres. Et oui, ça peut être admissible. Donc, les formations, autant externes qu'internes, peuvent être autorisées là, dans la subvention du PACME. Tout à fait. Une dernière question avant de passer la parole à Patricia. Donc, toujours sur le PACME. Quand et sous quelles conditions se font les décaissements pour les projets approuvés? L'entreprise doit-elle avancer les fonds? C'est une bonne question et puis qui nous a été posée souvent. Effectivement, dans la situation actuelle où est-ce que les liquidités, comme on l'a mentionné, deviennent très importantes, on voudrait être payé avant de payer nos fournisseurs ou nos consultants, mais au moment où je vous parle, la réglementation est identique à celle, parce que ce programme-là du PACME existait, il était moins généreux, mais il existait quand même avant la crise et on nous a dit qu'il appliquerait exactement les mêmes règles
que le programme avant la crise. Donc, jusqu'à maintenant, on doit démontrer la preuve de paiement avant d'être capable d'obtenir la subvention. Je pense, en fait, moi, je vous encourage fortement à en discuter avec votre conseiller, là, la personne qui va gérer votre mandat, afin de déterminer ces éléments-là avec eux. Je le répète, il y a beaucoup de cas par cas actuellement qu'on entend et de gestion de bureau aussi ou de local qui sont différents. Mais pour répondre à la question, actuellement, le programme prévoit qu'on doit démontrer une preuve de paiement avant d'obtenir la subvention. Merci beaucoup, Caroline. Alors, je vais passer la parole à Mme Patricia Dry pour le mot de fermeture. Donc, merci, Caroline. Merci à toute l'équipe de Mallette. J'ai appris plusieurs choses. C'est effectivement pas facile de naviguer dans tous ces programmes-là. Donc, je pense qu'on a réussi, j'espère qu'on a réussi à éclairer un peu nos membres. Si vous avez des questions, je vous invite à écrire à infomembership@mtl.org. Vous pouvez aussi m'écrire personnellement là, pour ceux qui ont mon adresse, mais n'hésitez pas à nous poser des questions, puis on va essayer du moins, on vous le promet, de trouver les réponses. Quelques petits points d'information. Donc, certains savent peut-être qu'on a mis sur pied une boîte à outils il y a 3 semaines sur notre site internet mtl.org dans la section industrie. Donc, une boîte à outils qui recouvre, où vous allez trouver des recherches, donc que ce soit sur les congrès, les festivals, les tendances aussi au niveau de l'hôtellerie, des articles intéressants et des événements virtuels de certains conférenciers de l'industrie qui peuvent aussi vous apporter quelques informations. Également, on offre un service personnalisé de coaching de 1 heure gratuit avec notre fournisseur qui est membre de Tourisme Montréal, Altifica. Donc, on a communiqué cette information à 2 reprises. Si jamais vous ne l'avez pas reçue, écrivez-nous et vous avez jusqu'au 30 avril pour pouvoir bénéficier de ce coaching-là. Tel que mentionné plus tôt, nous allons mettre sur pied un webinaire marketing pour pouvoir vous exposer là, les projets des prochains mois. Et finalement, je terminerai en vous disant que ceux qui, et vous êtes plusieurs, là, qui innovez, vous avez des initiatives communautaires, vous repensez vos produits, envoyez-nous l'information. Nous avons une équipe pour relations de presse, marché québécois, marché international, qui continue la conversation et qui envoie des nouvelles positives sur Montréal pour que lorsque ça va repartir, bien, on va avoir continué ce lien étroit qu'on a toujours eu avec nos, que ce soit nos blogueurs, nos rédacteurs et compagnie. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos initiatives pour qu'on puisse continuer à se démarquer. Donc, merci infiniment et on se retrouve très, très bientôt. Merci.